3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb est à nos côtés ce soir, gérant et analyste chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. David Belloc nous accompagne, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Et Régis Béguet est à nos côtés, associé et gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Pourquoi est-ce que le marché réagit encore, Régis? Non mais, je sais quoi, c'est une pénitence qui incombe aux investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a la menace, le rétropédalage. Je crois qu'on connaît bien le schéma de Trump désormais. Néanmoins, ça provoque toujours, au moins à court terme, des secousses de marché. Personne n'imaginait vendredi soir que l'Union européenne allait voir ses produits taxés de 50% au 1er juin. Non, bien sûr. Mais la menace, elle est réelle dans la mesure où elle n'est que décalée dans le temps. C'est-à-dire qu'il a annoncé 50% au 1er juin. Pour l'instant, ça n'est reporté qu'au 9 juillet. Peut-être que ce sera reporté au 9 août, au 9 décembre, ou Dieu sait quoi. Mais il y a quand même une menace. Et concrètement, ça finit par avoir des effets, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de bateaux, de stocks dans des ports, dans des aéroports, qui sont à chaque occasion bloqués dans l'attente des nouveaux tarifs. Et donc, les effets dans l'économie réelle se font sentir. Et à telle enseigne que le marché a reculé de 1,6% vendredi, il ne remonte que de 1% aujourd'hui. Net, ça a quand même un effet donc globalement négatif. Il y a un coût résiduel quand même derrière cette tactique de menace-retraite, menace-retraite, menace-retraite. Une prime de risque qui continue d'augmenter. Alors ça ne se voit pas beaucoup parce qu'effectivement par rapport à début avril, les marchés ont formidablement remonté et notamment les marchés européens, mais ils ont beaucoup remonté sur les actions qui étaient, alors ça a globalement remonté, mais ça a beaucoup plus remonté sur les actions européennes exposées exclusivement à l'Europe, les actions d'infrastructure, utilities, banque européenne, que sur les actions exposées au commerce international et en particulier exposées au commerce américain. Il faut quand même avoir en tête que le Standard & Poor's et le Nasdaq sont en baisse de plus de 10% en euros depuis le début de l'année. Il y a un effet dollar là-dedans, mais enfin, ils sont quand même en baisse. Alors c'est vrai que nous, de notre point de vue, entre le marché européen qui monte de 8%, 6-8%, et puis le marché zone euro qui est encore plus fort, qui monte de 12%, on se dit, les marchés ont finalement été très tendres avec ce qui s'est passé. Oui et non, encore une fois, il y a une prime de risque sur les actions qui sont très directement concernées, qui s'est créée et qui ne s'est pas résorbée à ce stade. Une discrimination quand même faite par le marché des investisseurs. C'est normal puisque l'impact de ces annonces n'est pas neutre, même si elles sont décalées dans le temps. À chaque fois, elles provoquent des retards dans les investissements, des retards dans les signatures de contrats et finalement auront un impact réel macroéconomique qu'on finira par voir, qu'on n'a pas vraiment encore constaté dans les données macro, mais à un moment donné, on va le voir. Ça ne veut pas dire qu'il sera définitif et irréversible, mais il faut que cette séquence et ces allers-retours s'arrêtent pour que l'économie reprenne une marche normale. Bon, tout ça a déjà un coût. Alors, on l'a beaucoup expliqué ici, mais on peut en reparler, bien sûr, David. Cette incertitude, cette manière d'injecter volontairement de la volatilité dans les relations internationales, dans les marchés, c'est normal, oui, que ça se retrouve dans les marchés, quand bien même on sait que ces menaces sont avant tout des menaces. Alors c'est avant tout. Je parle de l'Europe spécifiquement là aussi. Oui, c'est avant tout des menaces. Moi, je pense que on a donc une stratégie de négociation. On a eu tous très très peur, ce qui a provoqué quand même une baisse de 20% des marchés, un quasi-crack. On a vu quand même que Trump regardait les marchés, notamment les marchés obligataires, le coût de financement de la dette américaine. On a vu aussi que la Chine avait des armes, les terres rares, et l'Europe aussi potentiellement, et qu'il est capable aussi quand même d'être pragmatique. Il a bien compris que ça allait générer beaucoup d'inflation, que ça allait impacter négativement les revenus modestes des États-Unis. Il y a des élections quand même mi-mandat. Et donc, je pense aussi, si on écoute Bessent et son administration, notamment les dernières déclarations vendredi concernant la courbe de l'affaire, qui fait que trop de taxes tuent les taxes, trop d'impôts tue l'impôt, et on pense quand même qu'ils ont l'intention d'atterrir autour de 15% à peu près, en moyenne. Et je pense que Trump est remonté au créneau là récemment, parce qu'effectivement, il avait une fenêtre
de tir, étant donné le rebond des marchés et le capital confiance. 2, il envoie un One Big Beautiful Bill au Sénat qu'il faut financer, et manifestement le compte n'y est pas. Donc il faut qu'il essaye de trouver des gages vis-à-vis du Sénat. Et donc, mais aussi les Européens qui essayaient doucement mais sûrement d'atterrir sur quelque chose inférieur au fameux 10% incompressible. Et là, il envoie un signal clair comme quoi ce 10% est incompressible. Donc c'est une technique de négo. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là. Il revient quand même assez vite sur un report au 9 juillet. Je pense qu'on atterrira sur quelque chose autour de 10-15. C'est négatif clairement pour la croissance américaine notamment. C'est inflationniste. On risque d'avoir des premiers chiffres cet été qui montrent un peu d'impact quand même l'inflation, parce qu'on voit les Ford, les Nike, les Walmart, ils augmentent les prix pour l'instant. Ils augmentent les prix, ils utilisent leur pricing power. Donc en fait, ça va se voir plus dans l'inflation que dans les résultats des boîtes et dans les chiffres de croissance dans un premier temps. Ça met une pression au niveau obligataire, mais dans tous les cas, c'est stagflationniste pour les États-Unis. Voilà. Donc c'est clairement moins de quelque chose croissance de positif et un peu plus d'inflation. Mais je pense qu'on est sorti des stress de récession aux États-Unis, d'un Trump fou qui n'a pas de garde-fou. Donc le marché écoute encore Trump, mais pas autant qu'on pouvait l'écouter entre le 2 avril et le 8 avril. Je pense que le marché est calé sur des tarifs autour de 15%, 10-15%, qui restent gérables pour l'économie mondiale, y compris pour l'économie américaine. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas, celui-ci, je pense, à mon avis, est évacué. Bon. C'est un scénario central assez consensuel. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'on va atterrir autour de 15%, ce qui est quand même un choc. Le péage moyen à 15% aux États-Unis, c'est quand même, je ne sais pas, 3, 4, 5 fois plus élevé que ce qu'on pouvait avoir précédemment, avant le retour de Trump à la Maison-Blanche, Alexandre. Oui, alors 10-15%, oui, c'est assez consensuel. Effectivement, c'est quand même un choc, c'est quand même important. Néanmoins, il faut quand même dire qu'on ne sait absolument pas où est-ce qu'il va se fixer. C'est une hypothèse, 10-15%, ça peut être plus. La Chine donnera un bon témoignage parce que déjà, je crois que les 90 jours, ça se termine tout début juillet. Je crois que c'est avant nous ou fin juin. Ouais, c'est un peu décalé par rapport à nous. Donc on verra ce qu'il fait. J'ai l'impression que tant qu'il n'est pas satisfait avec ce qu'on lui donne sur ces différents calls, il va garder le pistolet sur la tempe. Donc il peut tout à fait prolonger de 3 mois, mais on ne saura toujours pas à quelle sauce on va être mangé. Que le marché réagisse, c'est assez normal. Régis l'a très bien dit. Il y a un impact sur l'économie réelle, beaucoup d'entreprises qui sont en position d'attente. Maintenant, on sent qu'il y a de plus en plus d'usure du marché. Quand on regarde le rebond récent, on voit que ça a été drivé, même si l'Europe surperforme quand même depuis le début de l'année, ça a été beaucoup drivé par le Nasdaq, par les valeurs technologiques. Donc c'est un retour de peur de manquer le mouvement, notamment du retail, des investisseurs particuliers. Qui sont en avance de phase. Par rapport aux investisseurs professionnels. Absolument. Donc qui reviennent plus vite. Et on peut avoir aussi tout simplement des gens qui coupent leur vente à découvert sur l'indice Nasdaq ou S&P 500 parce que ça y est, ils ont pris la baisse. Donc vous avez un mouvement qui est amplifié un peu artificiellement. Mais j'ai pas l'impression que ce rebond-là soit très très solide dans le temps. Il faut plus de catalyseurs positifs. Ça viendra pas forcément de Donald Trump. Peut venir de la politique monétaire, puisque le budgétaire, là, c'est un petit peu compliqué. Mais on a besoin d'un peu plus d'éléments pour que le marché dépasse ses plus hauts de l'année 2025. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui, pour dire un mot encore de la négociation commerciale, qu'est-ce qui peut nourrir un deal entre l'Union européenne et les États-Unis d'ici le 9 juillet ? Je pense qu'il faut montrer de la bonne volonté. Il faut baisser des tarifs sur certains biens qui sont peut-être un petit peu surtarifés au niveau des droits de douane en Europe. Après, on peut brandir le partenariat. Il y avait un partenariat entre les États-Unis et l'Europe sur l'investissement, le commerce, qui est gelé depuis 2016. Qu'on pourrait éventuellement relancer. Il y a la coopération numérique. Donc voilà, je pense que c'est ces arguments-là qu'on va mettre en avant. Mais on ne va pas abandonner la TVA ou le Digital Market Act. Non. Ou alors là, ce serait une perte de crédibilité de l'Europe. Parce qu'on en a fait des piliers quand même. Oui. Il y a une posture de l'Europe qui est quand même assez ferme, ce que je trouve d'ailleurs assez rassurant. Donc le but, c'est de lui donner, pardonnez-moi l'expression, un os à ronger qui lui convient pour qu'on se stabilise sur les 10-15% de tarifs. Qu'est-ce qui peut nourrir un deal entre les États-Unis et l'Europe ?
Non, je pense. Qu'est-ce qui peut nourrir un Oui, entre les États-Unis faire que ça s'arrête le 9 juillet autour de 10, 15, je sais pas, 20%. 20%, c'était les tarifs réciproques qui étaient prévus pour l'Union européenne. D'abord, comme ça a été dit, la peur de Trump, parce que ce qu'on a vu quand même dans toutes les séquences de Trump depuis le début du mois de janvier ou le courant du mois de janvier, c'est quand même qu'il réagit aussi souvent par peur. Quand, je vous rappelle quand même que quand il a annoncé sa première vague de tarifs, à cette occasion, il a dit les marchés, le Nasdaq est au plus haut grâce à moi, ce qui était un peu bizarre parce qu'il venait de perdre 10%. C'était un peu très, très curieux comme... Et qui nous disait en même temps que c'était l'économie de Joe Biden et que c'était pas la sienne, mais bon. Mais donc, oui, évidemment, à la différence des dirigeants européens, les dirigeants américains, ça ne s'arrête pas à Trump, regardent les marchés actions, parce que les marchés actions sont un facteur de richesse important pour les ménages, un facteur de confiance important aussi pour l'investissement. Donc, ils ne sont pas prompts à laisser les marchés actions baisser très fortement. Donc, premièrement, Trump est quand même un peu sur la défensive. Il est encore plus sur la défensive, on l'a vu vis-à-vis de la Chine, sur le marché obligataire, bien entendu, puisque là, c'est le financement du déficit budgétaire américain qui est en jeu. Donc là, il est beaucoup plus encore sur la défensive. Ça joue moins dans la relation Europe-États-Unis que dans la relation chinoise, puisque les Chinois sont des grands détenteurs de la dette obligataire américaine. Donc ça, c'est côté Trump. Côté européen, bien entendu, il y a une volonté aussi de trouver un accord, puisque le marché américain est quand même le marché d'exportation naturelle. Mais on a déjà proposé d'acheter plus de gaz naturel liquéfié, plus de défense. Enfin, tout ça, on le fait déjà. On en a besoin du gaz naturel. Non, mais bien sûr, mais je dis pas qu'on n'a pas besoin, mais je dis que justement, on est très ouvert à le faire, on le fait déjà. Les grands pays, Allemagne en tête, s'engagent à porter leurs efforts de défense à des niveaux qui correspondent à peu près à ce que demandent Donald Trump et son administration et les États-Unis. Sur quoi se joue la négociation ? Encore une fois, je dis, si Trump veut qu'on abandonne la TVA ou la régulation des géants numériques, j'ai peur que ça se passe mal. Ça ne se produira pas, en particulier pas la TVA qui est considérée comme un droit de douane, ce qui est quand même une drôle de conception. Mais c'est sa perception. Pour ou contre la et c'est donc sa réalité. Un droit de douane, c'est un peu bizarre. Oui, non, mais on ne fera pas changer d'avis là-dessus. Non, je ne sais pas, il n'y a pas j'ai pas d'éléments concrets de l'Europe à donner. Personne engage aux États-Unis, mais ce qu'on voit quand même dans cette année, ces 6 derniers mois, c'est que très souvent, ce sont des mesures très symboliques, un petit détail, le whisky américain ou je ne sais quoi, et qui permet de dire on a gagné le deal. Et de proclamer une grande victoire américaine. Bon, c'est ce qu'on a vu. C'est de l'ordre du symbole ou ça va être plus dur avec l'Union européenne quand même, David ? Non, mais je pense qu'il faut lui montrer que c'est pas dans son intérêt, c'est pas dans l'intérêt de ses consommateurs, c'est pas dans l'intérêt de ses électeurs, et qu'il a à perdre à mener de front une guerre commerciale avec l'Europe. On a des moyens de rétention au niveau des services financiers qu'on n'a pas du tout actionnés, au niveau de la technologie, au niveau des marchés publics. Enfin, on a aussi une arme nucléaire. On peut limiter la participation des entreprises américaines, effectivement, sur différents marchés. On a énormément de choses à faire. Après, je pense que alors, les Anglais se sont... Mais là, on rentre dans l'escalade. Désolé, je reviens. C'est que si on commence... Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Là, on entre dans l'escalade. Je ne pense vraiment pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il faut... s'asseoir sur les 10% un peu incompressibles, montrer effectivement au niveau de l'armement, du gaz naturel, de l'achat de puces électroniques. Je pense qu'il y a une chose pour laquelle il peut être extrêmement regardant et intéressé, c'est si on lui montre qu'on est prêt à moins coopérer avec les Chinois et à accompagner sa politique de Chine en termes de technologie, de découplage stratégique. Pas un découplage total, c'est un découplage stratégique. Et comme dans le même temps, les Chinois sont l'air quand même assez agressifs vis-à-vis de l'Europe pour imposer leurs produits, pour refuser les barrières douanières qu'on commence à leur imposer, nous aussi, par rapport à certains produits. Je pense que là, il y a une
petite fenêtre de sortie sans accorder forcément trop de choses pour le calmer. Mais le vrai sujet, je pense, c'est de vendre l'Europe comme un pôle stabilité avec une BCE qui a pris son indépendance, là on l'a vu clairement, et qui va continuer à le faire. Donc on a besoin de s'endetter, notamment l'Allemagne, 1000 milliards quand même, donc on a besoin de créanciers. Donc il faut, dans cette guerre monétaire, en fait, c'est une guerre commerciale, mais c'est une guerre monétaire, qu'on arrive à la fois créer des deals avec le Canada, l'Australie, certains pays d'Asie, etc., et dans le même temps à attirer ces capitaux étrangers pour financer notre transition, pour financer notre indépendance et notre autonomie stratégique. Bon. Et ça, donc là, il faut une volonté politique forte, mais je pense que ça serait la façon intelligente de gérer le moment, en fait. En renforçant l'euro, en mettant la parité euro-dollar à 1,20, qui est la parité dont tout le monde estime qu'elle est la parité fer, c'est la fin de la guerre commerciale avec les États-Unis. S'il voit l'euro-dollar à 1,20, alors il y a ça aussi. Pour lui, les choses sont rééquilibrées. Alors, il y a ça aussi, effectivement. Il y a l'effet de devise qui joue. Ça, c'est 1,30, si vous voulez. Bon, alors après, 1,20, ça peut finir par faire un peu mal à certains de nos exportateurs, quand même. Oui, mais c'est ce qu'il veut. Plus dollars, je crois qu'il regarde aussi beaucoup de taux de change, en fait. Il y a une chose aussi dont on ne parle pas, mais qui est hallucinante. C'est-à-dire que 20% de tarifs, même si on prend les tarifs réciproques, 20% de tarifs, on les compense avec 2% de baisse de commerce oui. intra-zone. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout simplement davantage intégrer l'Europe, davantage au niveau des réglementations ou autres, faire en sorte qu'on puisse se vendre des services et des produits, y compris des produits manufacturés. Et on est quand même 450 millions de consommateurs. On a un marché financier, je pense, qui peut être liquide et profond. Et je pense que là, il faut qu'on fasse des choses côté européen. Bon. Donald Trump demande une meilleure intégration de l'Europe. C'est comme ça qu'on arrivera à mettre une parité de change qui lui convienne. Non, mais la question du change, elle est là, elle est un peu latente. On l'évoque avec, évidemment, le plan de Stephen Maran, etc. Voilà. Mais les Japonais, visiblement, estiment que c'est peut-être un sujet qui sera discuté dans les prochains rounds de négociations. La Corée du Sud, on a vu ce qui s'est passé sur le dollar taïwanais. Le marché est très sensible aussi à cette question du change, derrière la question de la négociation commerciale. Oui, enfin, remonter les grandes devises par rapport au dollar, Trump, il fait ça très bien tout seul, finalement, parce qu'il y a cette espèce de trade sell America qui s'est mis en place. Et donc, on voit que même quand il efface les tarifs ou quand il fait une pause, le dollar ne reprend pas du tout confiance de quelque façon que ce soit. Donc, bon, la Fed n'est pas pressée de baisser ses taux, donc c'est pas ça qui va faire baisser le dollar. Mais lui, tant qu'il continue sur sa lancée, il n'y a pas de raison que le dollar remonte. Donc nous, en Europe, je ne crois pas qu'on ait grand-chose à faire pour faire remonter l'euro. Au contraire, je dirais même que... Il faut le laisser massacrer le dollar, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais il faut le laisser faire sa politique. Il se débrouille très bien tout seul sur le massacre du dollar. Malheureusement, attention que ce ne soit pas un mouvement, j'allais dire, irréversible. Parce que là, on peut se poser des questions sur le dollar valeur refuge, les treasuries valeur refuge. C'est un petit bruit de marché qui commence à arriver. Donc voilà, il faudrait que ce soit un effet tactique de court terme plus que durable, je pense. Pessent a eu cette phrase magnifique vendredi. Évidemment, personne n'imagine qu'il y croit. C'est pas le dollar qui baisse, ce sont les autres devises qui montent. Oui. Alors que quand on regarde l'indice dollar, on voit bien quand même que c'est le dollar qui baisse de près de 9% d'ailleurs depuis le début de l'année, je crois. Avant même de savoir si c'est structurel ou pas, ça peut poser des problèmes de marché. Et là, je voudrais qu'on revienne aussi quelques instants sur ce qui se passe au Japon en ce moment. Est-ce qu'il y a une pression haussière qui s'exerce sur le yen aujourd'hui? Est-ce que ça peut ramener des troubles de marché comme ceux qu'on a vus au début du mois d'août 2024? Les taux très longs japonais commencent à atteindre des niveaux effectivement assez historiques. La courbe se pontifie beaucoup plus que d'autres encore. Oui. Bon, c'est un équilibre compliqué, hein, et pour le système japonais et pour l'ensemble du système monétaire mondial. Il faudrait effectivement qu'au moins en termes de discours, la Banque centrale japonaise change un peu son fusil d'épaule sur les remontées de taux, sur le côté restrictif de sa politique monétaire, puisque bon, il y a eu 30 ans de politique accommodante. Qu'elle se mette en pause, qu'elle dise le mot pause. Tout explicitement. Explicitement. Ouais. Et qu'on n'ait pas à chaque réunion la question de savoir est-ce que la Bosch va encore monter ses taux? Absolument. Parce que là, effectivement, il y a le risque du fameux carry trade que les Japonais en fait rapatrient leurs capitaux parce que
3% sur le 30 ans, c'est pas si mal pour un investisseur japonais dans sa monnaie locale. Donc, et en plus, le yen monte, donc c'est très bien. Voilà, c'est pour un investisseur qui non seulement n'a pas connu de rendement, mais a connu une perte en capital d'année en année sur ses obligations, sachant que les Japonais sont particulièrement patriotes, on peut avoir un risque de rapatriement des capitaux. Donc là, la Banque centrale japonaise, je pense, doit dire quelque chose. Ouais. Sur la situation japonaise, David ? Japonaise et plus généralement, moi je pense qu'on a de plus en plus de dettes et de plus en plus de financement domestique de ces dettes. Donc les Japonais ont financé... parce qu'ils n'avaient pas de rémunération, la dette américaine, la dette française, la dette européenne. Maintenant, ils commencent à avoir de la croissance, de l'inflation, des taux attractifs, ils vont financer leurs dettes. Donc, et on est prêt à ça, nous ? Donc les Américains, je pense que là, il y a une loi qui devrait passer. En plus, là, pour le coup, la Fed et Trump semblent être sur le même longueur d'onde. Concernant la déréglementation financière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va laisser les banques américaines elles ont un ratio de levier en fait pour prêter à l'économie. Suite à la crise de 2008, on les a restreintes. Là maintenant, on va ne plus considérer les treasuries comme quelque chose de risqué. Et donc elles vont mécaniquement à 5% si les taux montent un petit peu et qu'il y a ce point d'entrée, se positionner potentiellement comme des acheteurs en dernier ressort, comme l'aurait fait la Fed dans le cas d'un quantitative easing. C'est tout à fait envisageable. Là, il y a une puissance de frappe monumentale côté américain, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Donc on va libérer la capacité des banques américaines à acheter des treasuries. À acheter des treasuries. Voilà. Je pense que c'est vraiment dans les tuyaux et je pense que ça va vraiment se faire. Michel Bowman qui a été... Donc on trouve un nouvel acheteur. Faire ça, c'est un nouvel acheteur. Voilà. Donc, et demain... peut-être qu'aussi en Europe, on va encourager davantage les épargnants à financer nos transitions, nos dettes, etc. Donc en fait, je pense que c'est un mouvement un peu général. Alors effectivement, quand ça va trop vite, trop fort, il y a des mouvements spéculatifs. On le voit avec le carry trade. Il ne faut pas qu'on ait ce qu'on a connu l'été dernier, parce que là, ça peut nous faire un été un peu compliqué. À suivre de très près. Mais je pense que c'est le... Et ça va de pair aussi un petit peu avec la démondialisation des c'est un mouvement global. La redomestication, je ne sais pas si ça se dit, de la dette. Et on voit que finalement l'Italie et le Japon ont une dette absolument phénoménale et n'ont jamais fait défaut sur leur dette. Voilà. Donc c'est possible. Oui. Enfin, ça provoque parfois des petits moments d'inquiétude quand même. Ces niveaux de dette en Italie, au Japon, c'est des pays qui se sont retrouvés aussi à un moment... Pour continuer très très rapidement sur le sujet, on a quand même très très clairement une explosion de la dette mondiale. Donc en fait, même c'est 36 000 milliards aux États-Unis, 100 000 dollars quand même par foyer américain. Donc là, pour l'instant, politiquement, il y a les gens au pouvoir n'osent pas faire ce qu'il faut pour effectivement corriger ces trajectoires, mais ça ne pourra pas durer éternellement. C'est pas uniquement en forçant, via une répression financière, les épargnants domestiques à financer des déficits incontrôlables. Ça, on est très clair. D'accord. Il faudra aussi un effort des législateurs sur la trajectoire des finances publiques et les corrections à apporter. Évidemment. D'accord. Bon, répression financière, on repart dans un monde de répression financière. Il y a différents outils pour ça. La dérégulation bancaire en est une. Du côté des banques centrales, on peut réfléchir à des instruments de contrôle de courbe des taux également. Le Japon s'y est engagé à un moment, l'Australie, d'autres. Enfin voilà, on revient vite à quelque chose qu'on pensait avoir laissé derrière nous quand même. Oui, sauf que l'expression que vous utilisez, répression financière, dans le cas des banques, c'est plutôt l'inverse. Oui, d'accord. C'est plutôt une libération. Un chemin inverse à celui qui a été fait effectivement depuis 2008, mais qui a été fait mollement quand même globalement aux États-Unis. L'idée, c'est quand même de les pousser à acheter des treasuries, quoi. Oui, mais donc de leverager leur bilan et donc forcément de faire exactement l'inverse de ce qu'on les a contraints à faire depuis, encore une fois, 17 ans, avec une amplification du phénomène en Europe à partir de 2011 et à partir de la crise européenne de 2011, où on a véritablement inventé de nouveaux instruments de sécurisation, les AT1, etc. On a empilé des couches de régulation et qui ont contraint énormément les banques à réduire leur bilan et à réduire leurs autres
3 de crédit, ce qui a eu probablement d'ailleurs des effets récessionnistes en Europe qui sont difficiles à mesurer, mais enfin globalement on a resserré le crédit. Et là, ce dont on parle, c'est plutôt de faire exactement le contraire, dans effectivement une relocalisation de la dette qui n'est pas totalement absurde, parce que si on prend l'exemple du Japon, ce qui a effectivement fait la force du Japon et permis au Japon d'avoir à la fois une dette très importante et de ne jamais être menacé, c'est que cette dette n'était pas détenue par des mains étrangères qui peuvent, le cas échéant, en dehors de motivations politiques ou géopolitiques, être fragiles pour tout un tas d'autres raisons qui sont endogènes, qui sont liées au commerce, qui sont liées à leur propre dette, etc. etc. Et le fait que la dette soit auto-détenue est quand même un facteur de stabilité et de solidité pour le financement. Bon. Donc oui, répression financière, ça veut dire, quand on a cette idée en tête, que les parties longues de courbe de taux restent quand même sous contrôle. On voit beaucoup de volatilité, 5,15 sur le 30 ans américain, on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Enfin, je veux dire, c'est des niveaux de marché qui nous disent quoi de l'état d'esprit des investisseurs obligataires aujourd'hui. Le marché obligataire est inquiet globalement sur les États-Unis. Personne ne veut toucher ces parties très longues de courbe là. Non. Mais c'est très bien si les banques s'y mettent. Je pense que prêter en dernier ressort, c'est toujours une bonne chose. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Alors, je parle à court terme. Ouais. Là, en juillet, on a quand même la discussion sur le plafond de la dette. On a une One Big Beautiful Bill en cours qui, je l'espère, sera quand même fortement révisé par le Sénat, ou du moins il va demander une révision en profondeur du texte, parce que 3 000 milliards de dettes en plus sur les 10 prochaines années, ce sera trop. Et en l'état, oui, ce ne serait pas compatible. Enfin, je veux dire, les taux n'auraient pas fini de monter si la loi passait en l'état. Alors oui, si elle passe en l'état, à mon sens, on va à 6. Mais d'accord. Bon, non, mais c'est pour avoir un peu les ordres de grandeur, quoi, de ce que ça représente. Après, sur les dernières émissions primaires, je me demande si les banques sont pas présentes quelque part, parce que ça s'est relativement bien passé, même si par rapport à l'historique c'était assez compliqué. Globalement c'est passé, mais je vois pas aujourd'hui qui, à part les banques, peut acheter de la dette américaine. Le rendement est intéressant, mais on va peut-être attendre que l'orage passe un petit peu. Je serais pas surpris d'avoir des taux 10 ans à 5, donc j'ai pas envie d'acheter tout de suite, de me lancer à corps perdu sur la dette américaine. Donc là, oui, j'attendrai ces discussions. Il y a des républicains qui sont plutôt réticents aujourd'hui à la politique de Trump. La majorité au Sénat, elle est serrée. Donc on va voir toutes les discussions sur la dette. Et même s'il ne la passe pas, j'ai envie de dire, au final, celui qui va payer, c'est quand même le ménage américain, quoi. S'il ne la passe pas, il n'y a pas tellement de catalyseurs aujourd'hui pour le marché action américain. Donc ça ne va pas faire grand-chose sur les actions. S'il la passe, il va y avoir un stress sur les taux, ça va peut-être avoir un impact sur le marché action aussi. Donc plus de déficit dans ce cas-là, ce ne serait pas forcément si bullish action que ça, quoi. Eh ben, je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Effectivement, oui. C'est un gros point d'interrogation. De manière un peu pavlovienne, on se dit plus de déficit, c'est à peu près plus de croissance, et c'est donc bon pour les actions. Ça peut durer 24 heures. Voilà, c'est ça. Ça peut être un mouvement de 24 heures. Oui. Non, mais mais effectivement, sur la durée, je pense que ça a c'est été juste vrai tout au long de ces dernières années, jusqu'à un moment où on atteint un niveau de déficit et de dette qui fait que ça se passe plus aussi bien. Sauf que vu le niveau de confiance ou de défiance sur le dollar aujourd'hui, c'est selon, le problème sera un petit peu différent à mon sens. D'accord. Le risk-reward sur les parties longues de courbe obligataire, là, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui pour vous, chez Mirova, David, ça... Qu'est-ce qu'on peut dire de la demande pour des treasuries, 10, 15, 20 ans, 30 ans Non, mais effectivement, alors je partage clairement l'idée selon laquelle 5% seuil psychologique, mais enfin 5% quand même sur le taux 10 ans américain, ça me semble être un bon point d'entrée. D'accord. Aussi pour les raisons évoquées concernant l'acheteur en dernier ressort bancaire. 5% sur le 10 ans, ça couvre une partie des risques, ça couvre les risques ça dépend en fait. qui existent aujourd'hui.
du sur la principe, signature alors, il y a américaine. plusieurs sujets. Je pars du principe effectivement que cette loi va être renégociée au Sénat, puisque 4 000 milliards, je pense que c'est même 4 000, c'est trop important. Et en gros, jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump, c'est que des cadeaux. Et après, on vous débrouillez pour réduire la dette. Donc ça, je pense que le marché va pas avaler. Et je pense aussi qu'il y a des républicains qui sont pas prêts à telle dépense. C'est quand même très très clientéliste comme façon d'arroser. Donc, on peut avoir potentiellement de bonnes surprises dans les prochains jours de ce point de vue, qui pourraient calmer un petit peu la hausse. Et d'autre part, c'est vrai que nous, on est plutôt méfiants sur ces parties longues, très clairement. On pense que ça peut aller plus loin. On pense que... et en même temps, c'est vrai qu'on regarde très froidement, on a quand même une prime de terme. C'est-à-dire que si on fait cette fameuse prime de terme américaine, c'est-à-dire le 4,50 moins 3,25, qui est selon le sondage de la Fed, le taux terminal des 10 prochaines années, c'est 1,25. 1,25 de prime de terme, c'est quand même historiquement élevé. On n'a jamais eu autant de prime de terme. Il faut remonter à 2007. Donc on a déjà pricé un peu quelque chose. On a des taux réels quand même sur le 30 ans, le fameux 30 ans, à 2,75. Ça commence, s'il n'y a pas de dérapage inflationniste, un bon point d'entrée pour loquer quand même, retraiter de l'inflation. Pour préparer ta retraite aux États-Unis, c'est pas mal. Une croissance potentielle qui a quand même peu de chances de monter à 2,75 aux États-Unis. Voilà. Donc on a aussi ça en tête, mais là, non, oui, effectivement, il y a trop de dérapage. C'est pas tenable. Il faut qu'il y ait un peu. Donc pour un investisseur qui n'a pas d'obligation ou de contrainte à acheter des treasuries aujourd'hui, vous dites il n'y a pas de raison de se précipiter encore tactiquement, en tout cas aujourd'hui. C'est parfaitement ancré, c'est-à-dire que les banques centrales ont toute leur crédibilité. A priori, il n'y aura pas d'inflation en Europe. S'il y a de l'inflation aux États-Unis, il y a des chances pour qu'elle soit transitoire. Et donc, vu comme ça, autant aller se hedger sur une partie courbe de la courbe qui est très très solide et d'attendre de voir, wait and see, ce qu'il en est sur la partie longue. Donc, je pense que c'est l'état d'esprit du marché. Il a bien raison. Et il est possible que s'il y a un dérapage inflation au niveau des chiffres, ou même, parce qu'on voit que les entreprises passent ce fameux pricing power, ça peut se voir dans les chiffres, cet été, on peut avoir un petit stress obligataire qui pourrait, pour le coup, être un bon point d'entrée. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur la politique de santé et tout ce qui concerne la pharma aux États-Unis, Régis, contrôle des prix sur les médicaments ? Oui, il y a eu certaines clarifications. Il y avait deux enjeux sur la pharma aux États-Unis qui sont toujours les tarifs spécifiques, puisque quand il y a eu les annonces de tarifs, c'était hors pharma. Or, il y a beaucoup de production de produits pharmaceutiques qui est délocalisée en Europe, notamment en Irlande en particulier, mais aussi au Canada et aussi en Asie, bien entendu. Ce que disent les économistes, c'est qu'on ne résorbe pas le déficit commercial avec l'Europe si on ne traite pas le sujet de la pharma. C'est le principal contributeur au déficit. Il faut avoir en tête quand même que cette délocalisation de la production, elle est faite essentiellement par des entreprises américaines, beaucoup plus que par les entreprises qui viennent chercher des meilleurs impôts en Europe. Aux États-Unis, parfois pour des raisons fiscales, parfois pour des raisons technologiques aussi. C'est qu'on a quand même un certain nombre de compétences en Europe et en Chine d'ailleurs. Par exemple, les antidrogues conjugate, les antibody drug conjugate, sont fabriqués à 50% en Chine, donc dans le monde. Donc de la même manière que les téléphones portables, il y a des compétences qui sont dans certains pays qui ne sont pas aux États-Unis. Après, il peut faire revenir. Donc ça, c'était un sujet tarif, mais qui est en réalité un assez petit sujet, parce que des relocalisations qui peuvent se faire assez facilement. Et finalement, sur les grandes pharma, ça n'a pas été un énorme sujet. Le plus gros sujet a été effectivement le remboursement de la partie Medicare par 10, c'est-à-dire des personnes âgées qui sont remboursées. Il faut avoir en tête qu'aux États-Unis, il y a deux systèmes de remboursement. Système privé qui représente 80% de la profitabilité des entreprises pharmaceutiques et un système public, Medicare et Medicaid, qui sont donc une petite partie, mais qui peuvent être une très
très grosse partie en volume et donc dont l'impact sur les prix peut être aussi significatif. Ensuite, il y a toute une question sur la distribution. C'est un peu cette partie-là que Trump a voulu attaquer quand il a parlé du middleman, donc la distribution. Mais il y a aussi le prix net de ces rebates de distribution qui serait aligné sur la Most Favored Nation, donc le prix le plus bas pratiqué dans le monde. C'est donc annoncé, mais il y a peu de clarté encore sur l'impact réel parce qu'on ne sait pas si ce prix... D'abord, il y a des pays qui seront exclus, pays extrêmement pauvres. Ensuite, on ne sait pas si ce prix le plus bas, il est ajusté du GDP par habitant, qui modifie les choses. Bon. Et ensuite, on ne sait pas liste produit par produit, quelle molécule, est-ce que ce seraient les 20 plus chers, les 50, etc. Donc ça reste une très grande zone de flou, mais là aussi, l'annonce a été faite. Ça fait partie de la stratégie ou de la tactique. Ça a conduit à une forte prime de risque. Mais voilà, comment traite le secteur par rapport à ça ? Absolument. Le secteur a beaucoup souffert. Déjà, il avait souffert un petit peu avant les élections américaines de la myopie sur les GLP-1 et sur Novo Nordisk en particulier. Cet effet-là s'est dégonflé, mais le reste du secteur n'a pas retrouvé véritablement la faveur des investisseurs à cause de la faiblesse du dollar d'abord, parce que 40% des profits sont faits en dollars en général, 40 à 50%. Ensuite, à cause des tarifs et ensuite, surtout, à cause de ce qu'on appelle le MFM, donc Most Favored Nation, qui est vraiment le point d'interrogation. Aujourd'hui, le secteur est à des niveaux qui sont particulièrement attrayant d'un point de vue historique et d'un point de vue relatif au reste du marché. Donc il y a une fenêtre, ça a ouvert une fenêtre, à mon sens, intéressante d'investissement. D'opportunité de valorisation. Absolument. Bon, on verra comment le marché effectivement franchit ce mur des craintes au fur et à mesure. En termes d'investissement, là, qu'est-ce qui guide la logique chez vous, chez Sycomore Asset Management Où est-ce qu'on a envie d'être ? Comment est-ce qu'on a envie d'être positionné ? Plusieurs éléments avec tout ce dont on a traité sur les États-Unis, le dollar, on n'a pas parlé forcément, mais le baril est faible, peut aller plus bas. C'est quand même un contexte qui profite plutôt aux pays émergents, dont certains ont fait une très bonne performance depuis le début de l'année. Je pense notamment au Brésil, mais aussi à l'Inde. Donc l'Inde, on regarde de plus en plus, en diversification bien sûr, mais ça paraît intéressant. Puis la tendance a l'air d'être à long terme là pour le coup. Donc ça c'est quelque chose qu'on va regarder. Et puis ensuite en Europe spécifiquement, on peut commencer à jeter un œil aux fameuses petites capitalisations. On va dire un peu plus de visibilité sur la BCE que sur la Fed, donc sur le cycle de baisse de taux, ça peut être favorable aux petites capitalisations. Un cycle de fusion-acquisition qui se poursuit en Europe, qui avait déjà commencé l'année dernière, qui est assez dynamique. Alors, tous les deals qui ont un lien avec les États-Unis sont en pause évidemment, mais quand c'est intra-européen, on en a parlé, ça se fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on regarde. Et puis après dans les secteurs plutôt défensifs, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la pharma, niveau valorisation c'est quand même très intéressant, mais on va aussi regarder les banques qui nous paraissent toujours assez peu chères. Donc voilà, on reste quand même assez défensif dans notre allocation, avec diversification, petite et moyenne capitalisation et éventuellement émergent. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui chez Mirova, David ? L'idée comme quoi effectivement on reste long Europe et long domestique Europe notamment, et à la fois sur la partie défensive avec des télécoms, des utilities qui n'ont pas rallié comme les cycliques dans le rebond récent et qui présentent là quand même, compte tenu des niveaux de marché, valorisation et autres, et incertitude, je pense, un point d'entrée. On va également rester un léger long duration, mais sur la partie courte de la courbe, comme évoqué, et plutôt euro. Et donc plutôt prudent vis-à-vis du dollar, en fait, où on pense qu'effectivement le mouvement de dépréciation n'est pas fini. Avec... sur le crédit, on a, après le très fort retracement des parties les plus risquées, on commence à écrêter et à réduire clairement la voilure pour se positionner sur un crédit investment grade un peu plus safe. Voilà. Et pourquoi le long Europe par rapport aux États-Unis ? Parce qu'effectivement, je pense qu'à la fois des questions de valorisation, de flux, de coût de l'énergie...
et de banques centrales Ouais. accommodantes, de plans allemands. Enfin, les arguments sont pléthores Oui. pour continuer à Meilleur accompagner, alignement ce d'intérêts, Voilà. effectivement. Alors les small en Europe. cap, peut-être effectivement plus du côté allemand. Mais oui, clairement, je pense Ouais. que là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner. Bon, sur l'Europe, secteur bancaire aussi, toujours. Absolument, le secteur Régis. bancaire, malgré des performances qui ont été assez vertigineuses depuis 3 ans. Hein. Ah, c'est un problème que le secteur bancaire ait des bonnes performances pendant Non, 4 mais ans. c'est vrai que C'est j'ai été devenu un avocat problème, du c'est ça secteur pendant longtemps avant que Ouais. ça porte ses fruits. Bah donc, oui. voilà, mais ça va toujours bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ceci dit, le secteur bancaire ne reste pas très cher, effectivement. La pharma, on l'a dit, les small et mid, j'adhère complètement. Les small et mid, elles ont souffert depuis au moins une dizaine d'années maintenant. C'est très très long, une très très longue sous-performance et une sous-performance historique avec des multiples, d'une décote sur les grandes capitalisations qui est Et absolument... des acteurs encore très sous-exposés à ces segments de marché. Absolument, Oui. des Non, mais flux parce qui ont que les été flux et les totalement positionnements inexistants. sont importants parce dans qu'il y ces a aussi affaires-là. les flux de la gestion passive, etc. Bien sûr. Il y a un secteur dont je me méfierais personnellement, c'est la défense, dont je pense qu'on a été quand même très 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 rapidement en besogne. On a eu une très forte augmentation des multiples dans l'ensemble du Ça y est. secteur, sur des Là, perspectives... pour un temps au moins, c'est bien, c'est bien intégré. qui a Quoi. été D'accord. très bien valorisé avant que les décisions allemandes ne ruissellent dans le D'accord. PNL des entreprises. Il se passera Donc quelques c'est années. plutôt sell the news, peut-être attention Absolument. à avoir sur la défense. Merci Absolument. beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous en ce début de semaine. Régis Béguet, associé gérant chez Zadig Asset Management, David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova, et Alexandre Taïeb, gérant et analyste chez Sycomore Asset Management.